Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Marie-Christine Malhergue. Marie-Christine Malhergue qui est une échographiste connue et reconnue. Et bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bonjour. Vous avez présenté et vous avez assisté à quelques communications qui allaient avec, des données intéressantes sur les nouvelles approches de l'échographie, l'échocardiographie. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu, sans être peut-être trop technique, mais surtout en raccrochant à l'intérêt clinique, ce qui est bien sûr l'essentiel. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de hiérarchie dans tout ça ? Certainement, je crois qu'il y a deux grandes techniques qui émergent et qui deviennent des outils du quotidien. Autant on a eu une période de reconnaissance scientifique et maintenant on va pouvoir appliquer ça en clinique et à nos patients, en cabinet, à l'hôpital, partout. Les deux thématiques essentielles, c'est l'imagerie de déformation, qu'on appelle aussi strain imaging, qui est la possibilité de regarder la déformation d'un ventricule. Et la deuxième approche qui est complémentaire et qui va surtout analyser les volumes, c'est l'écho tridimensionnel, en transthoracique tout ça. Après, il y a des évolutions sur l'écho transœsophagien, mais ça, ce n'est pas la routine. Donc, pour reprendre le strain, imagerie de déformation, on a appris que c'était une imagerie très reproductible et que surtout, elle avait une valeur pronostique bien supérieure à la fraction d'éjection seule. Donc, elle a un intérêt diagnostique dans certaines cardiomyopathies et elle a un intérêt pronostique dans une évaluation complètement différente de celle de la fraction d'éjection. Donc en pratique courante, ça va devenir un critère qui va, je pense, presque dépasser la fraction d'éjection. Donc ça me suggère une question immédiate, c'est est-ce que faire de l'échographie strain, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ? C'est une longue formation, un long apprentissage, c'est une formation d'une journée, c'est quoi ? Je pense que déjà, toutes les machines actuelles sont munies d'un strain. Donc si on a envie de changer son matériel parce qu'il est un peu vieillissant, il ne faut pas hésiter à s'équiper du strain. Je dirais peut-être pas ça du 3D, et encore, mais le strain, c'est facile. C'est facile et c'est reproductible. Il faut une courbe d'apprentissage assez courte, somme toute. Il faut surtout bien faire de l'échographie, donc ça nous astreint à enregistrer des belles images, parce que s'il n'y a pas d'échogénéicité, il n'y aura pas de strain non plus, ce n'est pas miraculeux. Mais c'est à la portée absolument de tout le monde, absolument. Grâce à ces techniques, est-ce qu'on a pu évoluer dans l'exploration de certaines parties du cœur qui jusqu'à présent étaient un petit peu le parent pauvre ? Je pense en particulier à la tricuspide, au ventricule droit. Alec Vagnan nous a fait un éditorial dans le JACC disant que la tricuspide était l'organe oublié. Il y a eu un édito récent dans les archives françaises, anglaises. Et donc il y a certainement de la révolution là-dedans. Alors il y a la révolution qu'on explique aussi parce qu'on n'avait pas les outils avant pour explorer le ventricule droit et qu'on analysait très mal la tricuspide. Le ventricule droit, on ne l'appréhendait pas parce qu'on connaît tous sa forme qui est absolument pas simple. Par contre, on a maintenant effectivement de nouveaux outils comme le strain qui s'avère extrêmement prometteur pour, en valeur prédictive toujours, de dysfonction du ventricule droit. Et la tricuspide qui là aussi prend tout son intérêt parce qu'on sait que la présence d'une fuite tricuspide alourdit largement le pronostic de tous nos patients. Donc je pense que l'avenir, et surtout l'avenir de nos patients, c'est le ventricule droit. Oublier le ventricule droit, c'est vraiment oublier une part fondamentale dans le devenir des malades. Alors qu'avant, on passait à côté, quoi. S'il n'y avait pas de raison d'aller le chercher, on n'allait pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, on se rend compte que, par exemple, évaluer un malade qui va être opéré, il faut lui évaluer sa fonction ventriculaire droite par des outils qui sont relativement simples, en sachant que les outils de fonction sont complètement dépendants des conditions de charge d'un ventricule, donc de l'existence d'une fuite tricuspidienne ou pas. Et par exemple, si on reprend déjà la fonction tricuspidienne, la tricuspide et sa fonction, qu'est-ce qu'on peut décrire comme chose intéressante qu'on n'avait pas avant ? Alors, je vais vous donner des exemples très très pratiques. D'abord, on n'arrive pas à évaluer quel est le feuillet qu'on voit en bidimensionnel simple. Il y a 3 feuillets dans une tricuspide, ce n'est pas une nouveauté, sauf qu'on ne sait jamais très bien où on se place. Est-ce que c'est le feuillet septal ? Est-ce que c'est le feuillet postérieur ? Est-ce que c'est le feuillet antérieur ? Le 3D nous apprend à reconnaître ce qu'on méconnaissait en 2D. Ça, c'est déjà assez révolutionnaire. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Deuxièmement, les mécanismes de fuite, on ne les connaissait pas. Fonctionnels le plus souvent. Les IT primitives sont rarissimes. Les IT secondaires, c'est notre quotidien.
Donc il y a des problèmes de quantification des fuites, puisqu'une fuite tricuspide, elle est totalement charge dépendante, donc il suffit de diurétiquer le malade et il n'y a plus de fuite. Donc le mécanisme devient important. Et là, le 3D nous permet d'évaluer le mécanisme de la fuite. Ça, c'est essentiel. Et sur le ventricule lui-même, donc, comment on peut décrire les progrès que ces techniques ont permis de réaliser? On peut aller du plus simple au plus compliqué. Je crois que ce qu'il faut retenir, on ne va pas énumérer ici tous les paramètres de fonction VD, c'est qu'un seul paramètre n'est pas suffisant. Ça, c'est clair, parce qu'il y a des discordances entre les paramètres et qu'il faut vraiment s'astreindre à enregistrer plusieurs paramètres. Et plus on a de paramètres dans le même sens, et plus c'est prédictif en termes de mortalité. Donc c'est quelque chose de très robuste. Et on ne va pas faire tomber dans l'excès contraire, c'est-à-dire ne faire plus que de la tricuspide du ventricule droit. Ces techniques ont quand même de l'intérêt, peut-être moins par rapport à ce qui existait avant, dans le ventricule gauche. Elles ont un intérêt dès que le malade a une pathologie gauche, parce que le retentissement sur le VD est inéluctable. Dès qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire secondaire à un ventricule gauche, eh bien le ventricule droit va être pathologique et va s'améliorer. Donc c'est très compliqué d'évaluer le caractère de la dysfonction de façon intrinsèque. Toujours avoir à l'idée que la fonction ventriculaire droite, c'est charge dépendant. Post-charge, c'est les pressions pulmonaires. Pré-charge, c'est l'insuffisance tricuspide. Donc tout ça, c'est à mettre en perspective et on est dans du multiparamétrique et pas dans un paramètre unique. Et pour finir, qu'est-ce que la spécialiste en échocardiographie attend maintenant? Est-ce qu'on a besoin d'autres études d'évaluation de la valeur de ces paramètres obtenus avec ces techniques? Bien sûr, ce qu'on attend, c'est l'évolution technologique qui nous permet d'accéder à des choses qui nous font un peu rêver. Là, on a assisté sur le congrès à l'apparition de matériel qui nous permet d'avoir une variation volumique des cavités. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance automatique des cavités, quelles qu'elles soient, auriculaires, ventriculaires, et on a, en l'espace de 20 secondes, des volumes intrinsèques comme en IRM, comme au scanner, instantanés, non invasifs, et qui sont reproductibles. Donc là, on va avoir une approche tridimensionnelle des variations volumiques. On attend tout ça sur la paroi de l'oreillette gauche, par exemple, la fonction de l'oreillette gauche. On n'y connaît rien là-dedans. On n'a rien. Le ventricule droit, bien sûr, et le VG, bien évidemment. Et peut-être, on peut toujours rêver des variations volumiques au niveau du culot aortique. Les chirurgiens qui s'intéressent à la valve aortique sont extrêmement demandeurs de savoir quelle est la dynamique d'une aorte. Il y a une élastance, il y a d'énormes paramètres qu'on n'est absolument pas capable actuellement d'analyser. Donc ça, c'est les perspectives d'avenir. C'est le mot de la fin ou vous avez quelque chose à ajouter encore? Écoutez, je suis ravie en tout cas d'avoir été invitée et de porter toujours cette technique que je connais depuis longtemps. J'en ai vu les débuts et on n'a pas fini de parler d'échographie. Oui, je ne vous situe pas dans les débuts, là je vous situe plutôt dans l'avenir. Bravo, merci. Merci beaucoup.